Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié au PEMD, le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu donc de ce diagnostic, leur définition, les obligations et bien sûr un projet témoin que Émeric vous présentera à la fin. Avant de commencer et avant de parler du sommaire, je me permets de présenter donc les deux personnes aujourd'hui présentes autour de la table pour animer ce webinaire. Donc pour ma part, Léa Voileau, responsable du développement et des grands comptes chez Gexpertise, donc la partie commerciale. Et je suis accompagnée d'Émeric Delaroche-Tulon, qui est le responsable diagnostic immobilier au sein de la société Gexpertise. Rebonjour Émeric du coup. Rebonjour à tous. Pour commencer et pour vous expliquer un peu comment va se dérouler le webinaire, je vais me permettre de faire un petit rappel sur la société Gexpertise pour les personnes qui connaissent moins bien la société et faire un tour de l'ensemble des pluridisciplinarités du groupe. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc parler du PEMD, du contexte, des constats aujourd'hui que nous pouvons faire, bien sûr les objectifs de ce diagnostic et enfin, comme je vous le disais, un retour d'expérience sur un projet diagnostic PEMD. Et puis, bien sûr, nous dédierons un temps de questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à nous les poser aussi au fur et à mesure du webinaire dans le fil de discussion. C'est toujours sympa de pouvoir échanger ensemble au fil du webinaire et ne pas faire, j'allais dire, un monologue Gexpertise. C'est toujours plus agréable d'échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat. Je me permets de faire un petit récapitulatif sur la société Gexpertise, qui est donc historiquement un cabinet de géomètres experts, mais aujourd'hui présenté comme un groupe d'ingénierie, puisque nous avons donc différentes activités sur l'ensemble du territoire français. Comme vous pouvez le voir, notre siège est basé à Sèvres, dans le 92 en région parisienne, et nous avons des agences dans le nord entre Lille et Saint-Omer, une dans le sud à Toulon et une à Bordeaux, dans l'ouest de la France. Et nous sommes actuellement en train d'ouvrir Lyon, qui est donc un marché très intéressant sur lequel, bien sûr, nous sommes déjà intervenus sur cette région-là et nous avons la volonté de nous y installer également. Et bien sûr, vous pouvez voir sur la gauche de la carte que nous avons notre filiale 100% Gexpertise en Tunisie, entre Tunis et Sousse. Nous sommes très fiers de la parité homme-femme au sein de la société, qui est assez bien représentée, j'ai envie de dire, aujourd'hui autour de la table chez Gexpertise. Ce n'est pas toujours courant dans une société d'ingénierie, mais voilà, nous avons ce bel équilibre important aux yeux de la direction et chacun des membres de la société. Nous sommes environ 200 personnes au sein de la société, donc réparties sur l'ensemble de la France et la Tunisie. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire tous les chiffres clés que vous avez sur cette diapositive. Simplement une petite anecdote pour évoquer que nous existons depuis 1785. Alors, bien sûr, pas en tant que géomètre expert, puisque cette appellation protégée n'existait pas encore à l'époque, mais nous avons une règle d'art chez nos confrères, c'est de reprendre les archives dès qu'un cabinet ferme. Donc, nous avons pu reprendre des archives il y a quelques années déjà, et donc une belle clientèle, un historique important. Et en parallèle de j'allais dire, de ce métier ordinal, réglementaire, et donc avec cette ancienneté, nous consacrons 3% du chiffre d'affaires à l'innovation, à la recherche et au développement, notamment dans le cadre de nouvelles offres, le développement de plateformes, et toujours, voilà, intéressés par l'innovation, les nouvelles technologies, que ce soit de nouvelles méthodes d'acquisition dans notre métier de géomètre expert, mais aussi de nouvelles solutions en partenariat pour pouvoir exploiter au mieux le bâtiment. Et justement, le bâtiment, c'est tout un cycle de vie sur lequel nous intervenons aujourd'hui, de l'acquisition-cession, parce que c'est un élément qu'on a tendance à oublier, qui dit arbitrage dit mesurage. Donc, nous avons l'habitude également d'intervenir pour nos clients sur cette phase de cycle de vie du bâtiment et bien sûr, dans sa continuité, en phase de conception, de construction, rénovation, déconstruction. C'est là où Émeric va un petit peu évoquer le sujet du PMD aujourd'hui et bien sûr en gestion, exploitation, maintenance, puisque ça reste quand même 80% de la vie d'un bâtiment qui n'est donc pas à négliger.
Je me permets de faire un petit récapitulatif également sur les activités du groupe qui sont scindées en 3 départements. Je vais commencer par la droite, comme nos amis tunisiens, de droite à gauche exceptionnellement. Je commence par le département immobilier qui regroupe donc des prestations, bien sûr, donc de géomètre expert, géomètre topographe, qui est donc notre cœur de métier, les diagnostics, dignement représentés par Émeric aujourd'hui. Vous avez donc l'ensemble des diagnostics immobiliers réglementaires, que ce soit les diagnostics avant travaux, l'amiante, le plomb, les termites, jusqu'au donc diagnostic PMD qui est la thématique de ce jour, en passant bien sûr donc par les DPE, l'électricité, le gaz et autres. Et bien sûr, la détection des réseaux. Donc, via différentes méthodes d'acquisition, nous venons détecter les réseaux dans les souterrains, notamment dans le cadre de travaux. Le département bâtiment et VRD qui touche davantage à l'ingénierie de la construction, où vous retrouverez donc des prestations, j'allais dire plus travaux, notamment de la maîtrise d'œuvre d'exécution, de la maîtrise d'œuvre également VRD. On a une spécialité en voirie réseau divers, du génie urbain, ainsi que tous les audits. Alors, c'est très corrélé avec les diagnostics chez nous. Ludovic Danis, qui est le directeur du département bâtiment et VRD, échange très souvent avec Émeric, et donc tout ce qui est audit énergétique, décret tertiaire, également tout ce qui est audit investisseur, plan pluriannuel de travaux, ce sont des choses que nous réalisons en interne. Et enfin, avant de passer, j'allais dire, au sujet d'aujourd'hui et ce qui nous intéresse le plus, qui est le PMD, je termine par le dernier département, qui est le département PropTech, qui va regrouper donc des prestations davantage tournées sur l'ingénierie de la donnée immobilière et donc la data aujourd'hui, bien sûr en commençant par le BIM au travers de nos prestations de production graphique, donc la production de maquettes 3D, mais aussi d'accompagnement d'AMOBIM et de BIM management. Et en parallèle, nous avons 2 offres principales sur l'ingénierie de la donnée immobilière, SwapMap et Atlas Patrimonial, qui ont vocation à traiter donc la donnée immobilière, la fiabilité, l'accessibilité et la centralisation de cette dernière. L'objectif n'étant pas de s'étaler trop sur ces sujets ce jour. Bien sûr, nous nous tenons à disposition si vous avez des questions sur ces différentes prestations. Et je pense avoir assez parlé. Je vais donc passer la main à Émeric pour qu'il puisse vous parler donc du PEMD. Oui, donc le PEMD, c'est une nouvelle réglementation, donc on va faire le tour. Comment dire, la réglementation actuelle tend vers de plus en plus de d'écologie et de plus en plus de protection de la nature et avec des acteurs de plus en plus vertueux dans heu, voilà, dans cette nouvelle façon de produire qui va être mis en place au niveau européen sur tout, je pense que tous les produits, matériaux, constructions et autres tendent vers ce de plus en plus de verre. Heu, donc dans le PEMD, c'est de la réglementation qui vient d'assez loin. On avait commencé dans le diagnostic avec le DPE pour obliger en fait, petit à petit, les propriétaires à améliorer leurs biens lors de la vie, dans ce bien et maintenant, on va aller encore plus loin puisque ça va être, heu, connaître, on va dire, l'impact environnemental d'un bâtiment, de sa construction jusqu'à sa démolition. Donc ça va être, rien que le poids carbone de chaque matériau, qui va être mis en place dans un bâtiment lors de la construction et jusqu'à la démolition de ces bâtiments. Donc aujourd'hui, on commence par la fin. On va commencer par tout ce qui est démolition ou travaux, significatifs. Hem donc tous ces travaux, significatifs, ce que j'expliquerai un peu plus tard, donc tout ça, ça va nous permettre de comprendre, pourquoi cette obligation de PEMD et de recyclage selon la réglementation. Donc ça a commencé par une première loi, en 2015, donc avec toute la réduction des gaz à effet de serre, avec, donc
le DPE, donc l'accélération de la rénovation des logements, également tout un volet social qui va être la lutte contre la précarité énergétique des ménages, et évidemment des chauffages de plus en plus vertueux, et que ça soit au niveau des particuliers, mais des collectivités locales, des entreprises et autres. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Léa. De cette première loi a découlé la loi AGEC. Donc la loi AGEC, c'est vraiment la loi, la lutte anti-gaspillage. Donc préservation du maximum des ressources naturelles, et la responsabilité élargie du producteur. Un producteur aujourd'hui ne peut pas mettre sans conséquence des produits sur le marché qui pourraient à l'avenir polluer l'environnement. Donc cette responsabilité élargie, c'est un peu sur le même principe que pollueur-payeur. Donc ils ont une obligation de reprise de certains produits. On voit ça, ça avait déjà été mis en place chez Darty pour les machines à laver, où ils ont l'obligation de reprendre les produits anciens qui ne fonctionnent plus. Donc là, il y a une petite synthèse, on va dire, un petit déroulé, et avec des objectifs. Donc ça a commencé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ensuite la loi AGEC en 2020, qui lui va impliquer la mise en place du PEMD, qui a été décrite dans le décret du 25 juin 2021, avec les 7 flux minimum de traitement des déchets potentiels. Le diagnostic PEMD a démarré. L'obligation de réaliser un diagnostic PEMD, c'est depuis le 1er janvier 2022, avec la particularité réglementaire qui doit être assez spécifique à la France, c'est que on a l'obligation de le faire, mais il n'y a toujours pas eu d'arrêté d'application. Donc on ne sait pas encore complètement comment on doit le faire. Donc le législateur français a parfois quelques retards en fonction des priorités du moment, mais là voilà, donc on a déjà pris un an de retard sur la réalisation de ces PEMD. Donc ensuite, on a un objectif de valorisation de 65% des déchets non dangereux à partir de 2025. Donc avant 2020, on disait que le bâtiment entraînait 42 000 tonnes de déchets par an. 42 000 tonnes de déchets par an, ce qui est important, avec assez peu de recyclage. Il y a 80% des déchets qui proviennent du second œuvre, et lors de la déconstruction ou de réhabilitation lourde. Il y avait moins de 10% des diagnostics déchets qui étaient obligatoires pourtant depuis 2011, qui étaient réalisés sur l'ensemble de ces chantiers. Les objectifs de 2020, c'est 70% de valorisation des déchets du bâtiment en Europe. Et ces valorisations de déchets, c'est essentiellement sur les déchets non dangereux. Et on avait également un tri obligatoire à minima, donc pour le verre, le bois, le métal, plâtre, plastique, papier et carton. Et enfin, à partir de 2022, on met en place le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux et déchets. C'est l'ensemble de ces éléments qui vont être valorisés au maximum lors de vos déconstructions ou de vos réhabilitations lourdes. Il faut absolument prioriser le réemploi. Sur site, c'est l'idéal,
c'est pas forcément faisable en fonction de l'état des matériaux qu'on rencontre. Une réutilisation vraiment au maximum, c'est-à-dire qu'on reprend les éléments, on les réutilise sur site ou hors site, mais sans transformation. Si c'est pas possible, on repart dans un circuit de recyclage. Et enfin, on peut valoriser l'ensemble des matériaux en énergie ou bien en revêtement routier ou comblage avec des gravats, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est de réduire au maximum les éléments non dangereux. Ça, c'est la slide qu'on est en train de vous montrer, c'est l'échelle de Lansky. L'échelle de Lansky, c'est vraiment pour montrer à quel point il faut prioriser l'ensemble des éléments sortant de vos projets de déconstruction ou de réhabilitation. Il faut aller du plus vertueux au moins vertueux. On retrouve cette même grille sur le DPE ou même le Nutri-Score, ça ressemble pas mal aussi. On a donc vraiment cette échelle de A à F avec la réduction ou la conservation des déchets au maximum, réutilisation, réemploi, on répare, on recycle, si on peut pas faire mieux, on valorise en faisant de l'énergie, en brûlant les déchets et à l'extrême limite, on a encore le droit de faire un peu de stockage pour des choses qu'on ne peut absolument pas retraiter ou on ne sait pas encore faire aujourd'hui. C'est vraiment très important en fait cette échelle parce que c'est la base en fait du PEMD. C'est vraiment l'objectif, c'est que la colonne F, enfin la F soit la plus faible possible avec un maximum de réemploi et de réutilisation et de recyclage en fonction des matériaux. Donc là, vous avez vraiment le cercle vertueux qui est l'objectif pour mettre en place, donc qui part donc de cette loi anti-gaspillage avec les diagnostics dont on va parler un peu plus tard, qui est vraiment l'inventaire de l'ensemble des équipements, des produits et des matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment. On priorise à la suite de ce diagnostic le réemploi, la réutilisation et ou recyclage. Et on se fixe les objectifs les plus ambitieux possibles de façon à aller vers une véritable croissance verte dans le bâtiment. Donc voilà, donc on sélectionne un curseur en fonction du bâtiment, de l'année du bâtiment, pour accroître au maximum la valorisation de ces déchets. Ensuite, on maîtrise le triptyque coût, délai et traçabilité pour ensuite revenir au minimum de gaspillage. Donc dans le bâtiment, les conséquences sont vraiment, enfin les objectifs, c'est vraiment la mise en place donc de la responsabilité élargie du producteur, hein, donc pollueur-payeur, donc avec la possibilité pour certains matériaux d'avoir une reprise des éléments par le producteur. La lutte contre les déchets, enfin les dépôts sauvages de déchets et donc cette mise en place du PEMD, donc depuis, c'est pas à partir, c'est depuis le 1er janvier 2022. Voilà. Dans quel cadre il faut faire un PEMD? Donc on est dans le cadre d'une rénovation ou d'une démolition. Donc surface de plancher 1000 m² pour un bâtiment. Ou bien un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle
ou commercial, où il y a quand même des risques d'avoir des produits et des substances, on va dire, dangereuses, hein, des pollutions des éléments par des huiles, des graisses ou autres produits liés à la production et à l'activité du site. Si on se retrouve avec des substances classées comme dangereuses, hein, ça peut être des huiles dont je vous parlais tout à l'heure, des gaz ou autres qui sont infiltrés dans le bâtiment. Et également quand il y a des travaux qui sont réalisés sur 2 éléments du second œuvre. Voilà. Donc c'est vraiment dans le cadre d'une réhabilitation assez importante. Mais 2 éléments du second œuvre, ça peut quand même aller assez vite. On dépose des faux plafonds et de la moquette, on vous retrouve avec une obligation de PEMD. Donc cette obligation, 1er janvier 2022, on est obligé d'avoir réalisé ce PEMD avant le dépôt de la demande de permis de démolir, avant les demandes d'autorisation de travaux également. Il faut également l'avoir fait avant les autorisations d'urbanisme. Et également, il faut l'avoir fait avant de passer les devis nécessaires à vos marchés pour vos entreprises de démolition. Donc c'est important de bien l'anticiper, au même titre qu'un diagnostic amiante avant travaux ou démolition. Vous n'avez pas le droit normalement de réaliser les diagnostics, enfin de commencer vos chantiers sans avoir ces diagnostics PEMD. Tout en sachant qu'il y a encore un petit flou artistique, on va dire, lié à l'absence d'arrêté. Comment va se dérouler un diagnostic PEMD? Donc, il y a les différentes étapes qui sont, on va dire, assez importantes. La première étape est cruciale. C'est vraiment d'avoir le cadrage de la mission. Quels sont vos objectifs au niveau de vos travaux, de votre démolition et de votre, on va dire, vos ambitions d'économie circulaire dans le projet. Qu'est-ce qu'on intègre? Est-ce que le mobilier va faire partie du diagnostic ou pas? Est-ce que vous, au niveau de votre curage, vous avez des choses que vous pensez pouvoir réutiliser sur site? Est-ce que vous avez cette envie ou pas de réutiliser les éléments sur site? Voilà, donc il y a beaucoup de questions en fait qu'il faut que vous vous posiez, on va dire, en amont, avant même de faire réaliser le diagnostic. Ensuite, avoir le maximum de documents pour aider l'inventaire. Ces documents, c'est les documents, enfin c'est tout le DOE par rapport à l'immeuble. C'est l'ensemble des travaux qui ont été réalisés récemment. C'est les plans que vous pouvez avoir. C'est les diagnostics amiante, à minima le DTA que vous devez avoir également sur l'immeuble. C'est le suivi et l'entretien de la cage d'ascenseur, enfin de la cabine d'ascenseur. C'est comment c'est chauffé, comment ça a été entretenu, etc. L'ensemble de ces documents va permettre au moment de la réalisation du PEMD à l'équipe de vraiment valoriser l'ensemble des déchets. Ce diagnostic terrain qui va être fait, ensuite on va qualifier, quantifier et localiser l'ensemble des produits repérés. Mais ce diagnostic est fait sans sondage destructif. Donc, quand vous avez un habillage sur un mur, sur les 2 faces, il est parfois difficile de déterminer quel est le produit mis en place. Donc c'est pour ça que cette analyse documentaire est très, très importante dans le cadre du diagnostic.
Donc ensuite, on quantifie, on qualifie les matériaux, les produits, les équipements en place dans l'immeuble. Donc on fait le tour du bâtiment, on passe partout et avec un outil, on va dire un outil RIM, ça nous permet d'immédiatement avoir l'ensemble des tonnages ou des mètres linéaires ou à l'unité en fait, l'unité même ça peut aller jusque là de chaque produit et équipement. Cette donnée ensuite elle est traitée, on a les quantités, on va les qualifier, on va créer les masses volumiques dans certains cas, les mètres linéaires, l'ensemble des matériaux présents sur chaque produit. Une cloison amovible comme on rencontre souvent dans les bureaux aujourd'hui, c'est souvent une partie métal, une partie plâtre et une partie en verre. Donc cette cloison va être, on va dire, découpée en 3 types de produits. Il y aurait un produit principal, un produit secondaire et un produit tertiaire, de façon à avoir l'ensemble des filières de retraitement derrière qui puissent vous permettre d'aller jusqu'au bout de la valorisation de vos déchets. Et ensuite, il y a un livrable qui vous est rendu. Alors ce livrable va être fait en plusieurs cahiers. Un premier cahier qui va vous présenter, on va dire, le contexte de la mission, vos objectifs, tous les échanges qu'on a pu avoir au préalable, les documents qui nous ont été fournis. Un deuxième cahier qui, lui, sera l'inventaire réel, hein, qui va reprendre tous les éléments les uns après les autres, tous les produits rencontrés et équipements rencontrés. Et enfin, un troisième cahier qui, lui, va remettre en place toutes les possibilités de réemploi, de réutilisation sur place. Quatrième cahier, c'est les filières de valorisation. Les filières de valorisation les plus proches possibles des lieux du chantier, de façon à ne pas faire traverser, on va dire, le monde à des produits matériaux, les envoyer aux Indiens qui savent sûrement mieux les traiter que nous. Donc l'objectif est vraiment d'avoir le traitement le plus proche possible afin d'avoir le moins d'émissions de gaz à effet de serre et de rester dans son cercle vertueux avec une réutilisation sur site, c'est le mieux, et après au plus proche et un retraitement au plus proche de votre lieu de chantier et de rester, on va dire, voilà, le plus vertueux possible et de rester dans l'esprit de la loi, quoi. Donc voilà, donc là je répète un peu rapidement ce que je vous ai déjà présenté. Donc en fait, il faut vraiment réaliser l'équipement, enfin ce PEMD dès le dépôt des demandes d'autorisation. Il comprend donc un état de conservation et de réemploi potentiel, avec une estimation également de valorisation de chaque produit. Alors on reste au niveau de l'estimation, parce que c'est des marchés qui sont fluctuants en fonction des produits et de la demande du moment. On peut avoir des différences de prix qui peuvent être importantes. Donc on reste vraiment à un niveau de, voilà, vous avez 1 €, 2 €, 3 € en fonction de la valeur que nous estimons de réutilisation en fonction de l'état de chaque matériau. Voilà. Et on vous dit également comment, à notre avis, il faut il faut le déposer, comment est-ce qu'il faut le stocker sur le chantier, comment il faut le transporter, etc. Bon, ça reste au niveau de l'avis. Ça peut être fait de façon totalement différente. Il n'y a pas d'obligation suite au PEMD à prendre tel type de camion pour transporter les produits que vous avez, quoi. Il y a des limites à ces prestations.
Il ne faut pas confondre le PEMD et le diagnostic et les diagnostics réglementaires nécessaires aux travaux. C'est pas les mêmes personnes qui vont les réaliser, c'est pas les mêmes compétences. Un diagnostiqueur peut être capable de réaliser un PEMD. Quelqu'un qui ne fait que du PEM2 n'aura pas l'autorisation de réaliser ces diagnostics. Également, tout ce qui est réseau enterré ne feront pas partie du PEMD, sauf si vous procédez à l'ouverture de ces réseaux de façon à ce que l'inventaire des réseaux soit réalisé. Tout ce qui est non visible, non visitable, n'en fera pas partie. Comme pour les réseaux CVC, c'est souvent c'est masqué, c'est dans des gaines techniques. On peut pas ça sera pas ouvert lors du PEMD. S'il y a une trappe, pas de problème, sinon non. Voilà. Évidemment, tout ce qui est pollution des sols, ça c'est un autre métier. Il faudra faire appel à un bureau d'études spécialisé dans ce cadre-là. Toi, de toute façon, Aymeric, je me permets de rebondir. Tu disais, pour le premier point, comme toi, tu es diagnostiqueur et tu fais également les diagnostics amiante, plomb et thermite, on ne se pose pas de questions. Tu sais tout faire finalement, que ce soit pour le PMD ou les autres diagnostics, on ne se pose pas la question avec G-Expertise. Eh non, c'est effectivement, on sait le faire, mais ce n'est effectivement, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment pas la même prestation. C'est 2 prestations qui sont distinctes, en sachant que, dans la temporalité, il faut faire les diagnostics amiante, plomb et thermite et ensuite le PEMD. Voilà, c'est, ça peut pas être ça, voilà, dans le bon ordre parce que voilà. De toute façon, lors d'un diagnostic amiante, il y a des sondages à réaliser, des sondages destructifs, des analyses en laboratoire que le diagnostic, enfin l'opérateur PEMD ne pourra pas réaliser, soit parce qu'il n'en a pas les compétences, et également le PEMD est non destructif, comme je vous le disais, donc ce n'est que du visible et visitable. Merci Aymeric. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser dans le fil de discussion, nous y répondrons. Et surtout Aymeric d'ailleurs, parce que c'est lui l'expert, ce n'est pas moi, avec plaisir. Donc voilà, donc là, on va faire un petit retour d'expérience sur un diagnostic PEMD que nous avons réalisé sur 3 bâtiments. 3 bâtiments à peu près identiques. Chaque bâtiment faisait dans les 15 000 mètres carrés environ, des immeubles de bureaux. Donc on est sur bâtiments assez classiques, beaucoup de répétitions d'un étage à l'autre. Voilà, un immeuble tertiaire assez classique. L'objectif, c'était un curage total de l'immeuble. On gardait, a priori, ils pensaient conserver que l'ensemble, enfin que la matrice, on restait sur mur, plancher, plafond, la structure de l'immeuble restait en place, tout le reste ne l'était pas. Malgré tout, ils voulaient, dans le cadre des politiques RSE, ils voulaient connaître l'ensemble des éléments constructifs de l'immeuble et savoir comment ils pouvaient valoriser cette connaissance dans le RSE. Voilà. Donc on a fait un inventaire des produits par famille, donc toutes les familles qui sont listées en fait sur la droite de l'écran, l'ensemble du gros œuvre, donc mur, plancher, plafond, etc. Les secondes œuvres, les équipements, des équipements extérieurs qui avaient également tout ce qui était produits dangereux. Donc là, en l'occurrence, pour tout ce qui est plomb, c'est pas rentré en ligne de compte puisqu'on est sur des bâtiments qui dataient des années 90, donc assez récents. Le mobilier, nous l'avons sorti en fait, sorti de l'inventaire
car ces bâtiments étaient loués. Donc en fait, tout ce qui était mobilier ne leur appartenant pas, on l'avait sorti de l'inventaire et donc tous les autres matériaux non bâtis qu'on avait pu rencontrer ont été listés. Donc vous voyez en fait, c'est un extrait en fait donc du cahier sur l'inventaire. Donc on retrouve effectivement, vous avez le nombre de mètres cubes de chape de béton qui était mis en place, avec le nombre de mètres carrés pardon, et donc la masse totale en tonnes. Donc voilà, donc vous voyez la masse volumique de base qui était de 440 de béton, et donc on passe sur les 1319 tonnes de béton qui ont été repérées. Et après, on décline la même chose pour les différents éléments du gros œuvre. Donc, c'est les murs et les voiles. Donc, le mur en béton penché. Vous avez aussi également l'ensemble des matériaux, et enfin des produits du gros œuvre, seconde œuvre et des équipements en place qui vont être ainsi listés de cette façon-là, à chaque fois avec une quantité estimée, soit en mètres carrés, donc en surfacique, soit en unitaire, soit en volume, en fonction des matériaux qui sont en place. Bon, je pense que je suis assez clair. En fait, il n'y a pas de questions qui viennent, donc on va continuer. À la fin de ce cahier, vous avez une synthèse par matériau qui reprend vraiment tous les matériaux en place et qui ont été testés. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un extrait de la synthèse de ce que nous avions réalisé. Donc l'acier, l'aluminium, l'ampoule, le béton, alors les bois, catégorie A ou B, la céramique, les déchets non dangereux, les déchets tous les équipements électriques en place et les équipements électriques sans composés dangereux. Alors voilà, donc c'est vraiment, on liste l'ensemble des produits en place avec une masse totale et ce qui va être en fait, et vous avez un pourcentage de cette masse sur la quantité du bâtiment. Donc évidemment, la quantité la plus importante, c'est vraiment tout ce qui est béton et qui va prendre le plus de volume en fait dans nos diagnostics. Sur chaque produit, chaque type de produit, en fait, on fait une synthèse pour le réemploi potentiel de chaque matériau qu'on a retrouvé. Donc là, vous retrouvez la pyramide de Lansky dont je vous parlais au début, avec vraiment le stockage, valorisation énergétique, le remblaiement, le recyclage et le réemploi ex situ. Bon, il y a du compostage parce que on se retrouve avec des matériaux. Il y avait un extérieur, un jardin sur ce site-là, donc même le jardin peut être pris en compte dans le PEMD. Donc un petit peu de compostage et surtout beaucoup de remblaiement. Donc tout le tonnage de béton qui était vu, donc qui n'est difficilement réemployable ou recyclable. On peut le réutiliser en fait en remblaiement, c'est ce qui est le plus simple et le plus courant aujourd'hui. Donc ensuite, vous avez les différentes filières où vous pouvez envoyer vos déchets en fait. Donc tout ce qui est les déchets inertes, c'est le béton, donc vous avez la même tonne qui va partir dans une filière acceptant tous ces déchets inertes. Tous les déchets inertes hors béton, donc là il y a le tonnage qui est un peu mangé par contre, excusez-moi, sur la slide, mais bon, c'est le même principe. On a une masse totale en tonnes de 4,84. Et après, donc les DNI, sigle variable, c'est les déchets non dangereux, non inertes.
donc qui peuvent évoluer dans le temps. Inerte, ça ne bougera pas. Non inerte, il peut y avoir une évolution dans le temps. Donc là-dedans, vous avez les déchets hors déchets métalliques avec les déchets ferreux, les métaux. Effectivement, les métaux évoluent et donc là, ils sont pas recyclés et réutilisés de la même manière. Et après, vous avez effectivement donc des triple E, c'est tout ce qui sont les équipements électriques dangereux. Donc, par exemple, quand on se retrouve avec des néons, les néons ne vont pas se retraiter de la même façon que d'autres équipements électriques qui sont parfois même réemployables, hein, comme des interrupteurs ou des packs lumière LED, etc., qui sont parfois assez récents et qui peuvent être réemployés sur site ou à l'extérieur. Mais voilà, donc, chaque filière est ensuite, on explique chaque filière, on envoie chaque déchet vers la filière adéquate, euh, pour les retraitements. Et enfin, ça c'est le cahier 4, c'est la synthèse des filières avec une cartographie alors non exhaustive, effectivement, cette cartographie, avec les implantations des filières les plus proches. Donc voilà, donc on va retrouver des filières de traitement de déchets dangereux sur cette cartographie qui est pas trop loin de cette fameuse ville de Lille où on était dans le nord. Donc bah écoutez, on peut aller traiter nos déchets dangereux à tel endroit. Et donc vous voyez là, on essaye dans cette cartographie de respecter les filières géographiquement les plus proches. Alors, c'est pas forcément celles qui seront les plus intéressantes économiquement parlant. Ce n'est pas forcément celles où vous enverrez vos déchets. Ce n'est que des exemples de recyclage et on va dire une incitation légale à aller le plus proche possible de façon à garder le bénéfice de ce diagnostic PEMD sur l'ensemble de la filière et de faire le moins de gaspillage possible, autant en carburant qu'autre. Donc voilà, donc là vous avez également la synthèse qui est faite. Donc ça c'est un exemple autre, donc que vous voyez bien, le mobilier, on fait un choix de réemploi, on fait une sélection et une dépose propre de façon à ce que ça soit facilement réemployable. Donc les bétons, c'est de la réutilisation. Acier, verre, etc. On est plus en mode recyclage. Faux plafond, goulotte PVC, bon, ça aura plus être de la valorisation énergétique. Voilà. Donc on est vraiment là. Vous avez donc un exemple avec l'ensemble des produits qui ont été repérés et qui sont on choisit une filière en fonction de chaque produit, en évitant au maximum d'aller vers la case déchets et stockage. Donc voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire sur le PEMD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps à ce niveau-là. Effectivement, merci beaucoup Aymeric. On est on time, il est 11h50. Il reste effectivement une petite dizaine de minutes s'il y a des questions. Bien sûr, si d'autres questions vous viennent à l'esprit ou bien même vous souhaiteriez un rendez-vous plus approfondi sur un projet en particulier, Aymeric et moi-même nous tenons à votre disposition. Vous pouvez contacter directement Aymeric. Si vous n'arrivez pas à le joindre, vous pouvez me contacter moi. Vice-versa, en tout cas, on reste à votre disposition. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Comme je vous disais en début de webinaire, le replay sera disponible. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire-là quand vous souhaitez. Et bien sûr, nos coordonnées sont là. Donc, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup, Rémi, pour votre message. Merci pour votre participation également. Et encore une fois, n'hésitez pas. Nous restons encore 1 ou 2 petites minutes si voilà, des questions se font. Sinon, nous couperons le webinaire et il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Merci Bénédicte également. Merci pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aymeric et moi-même, nous nous tenons à votre disposition. Vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées sur cette dernière slide. Alors, je vois Rémi qui écrit « De ces diagnostics, aucune obligation n'en découle ». Alors, en fait, la première obligation, c'est que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas obtenir vos autorisations de démolition ou d'urbanisme. Et ensuite, pour l'instant, les obligations, c'est celle d'avoir le maximum de retraitement. On est encore dans le vœu pieux, mais il y a de fortes chances que ça évolue vers une réglementation un peu plus forte pour des retraitements et des réutilisations on va dire de façon plus systématique. On est vraiment dans de la mise en place. Ce qui se passe très souvent dans le cadre des bureaux d'études et autres, c'est que les obligations se renforcent au fur et à mesure avec une législation de plus en plus forte. Donc, ils ont des objectifs qui sont assez importants avec cette réduction de déchets. Donc, on disait 70% de valorisation des déchets qui sont aujourd'hui des déchets donc de tout ce qui est issu de la construction. Donc, je pense que la réglementation va se renforcer et de plus en plus fortement à l'avenir. Merci Aymeric pour cette réponse. Rémi, nous espérons avoir répondu à ta question. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Encore merci Aymeric pour cette présentation très claire. Merci à tous pour votre participation. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.